Donc là on est sur la commune voisine, on a une cave nous qui est située sur la commune du Palais, on est à 7 km de notre parcellaire de vignes. C'est normalement la dernière année où on est dans cette cave là, parce qu'on a acheté une cave là, sur la Foissière. Donc on est dans notre partie, on va dire, on a quelques barriques, notamment pour la cuvée Nolem. On a une petite cave qui fait 200 mètres carrés, il y a 2 pièces, une partie où il y a la cuverie et le pressoir. Et là on est plus sur un peu de stockage et la cuverie souterraine et les barriques. On arrive à se faire nos 9 hectares stockés dans 200 mètres carrés. C'est pas mal. Tout est vendangé en caisse, ça arrive au pressoir, c'est vidé donc les caisses dans le pressoir, pressurage direct. Dans un pressoir pneumatique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de macération avant. En 1h30, 2 heures, le pressurage est terminé. Le jus est mis d'abord en cuve pour une zone de tampon de 18 heures à peu près en débourbage, c'est-à-dire que s'il y a un peu de poussière, un peu de terre qu'il y a sur la pellicule, elle tombe au fond. Après on fait un pompage dans une cuve. Là, si on est bien organisé, on a eu le temps une semaine avant de faire une toute petite récolte pour faire un levain, pour faire un pied de cuve en fait fermentaire, dans lequel on va incorporer à peu près 10% du volume vendangé pour Nolem, on va mettre 10% du levain dedans pour lancer la population de levure, pour qu'il y ait une fermentation qui démarre assez rapidement, justement pour s'assurer qu'il n'y a pas autre chose qui prenne la place des levures, comme des bactéries ou d'autres levures qui seraient un peu concurrentielles pour le développement des levures. Une fois que c'est fermenté, c'est-à-dire une fois que ça commence à perdre à peu près, alors on parle en densité de sucre, hein, les levures sont actives, qu'elles consomment les sucres en alcool, qu'il y a une forte population, il y a une forte consommation, une forte activité, beaucoup de gaz carbonique. Là on peut commencer à faire les transferts en barrique. On a peu d'oxydation potentielle qui arrivera à ce moment-là. Les vins sont à peu près à 20-22 degrés de température. Ils arrivent dans des barriques qui sont propres, lavées, qui ont été méchées, c'est-à-dire dans lesquelles on a mis une mèche de soufre 2 mois avant, 1 à 2 mois avant, pour les maintenir, pour pas qu'il y ait de développement pareil de bactéries sur les parois. Ce soufre-là, il a disparu, hein, il n'existe plus dans la barrique, il est déjà vieux, mais au moins la barrique est restée intacte. Ça fermente. Ça fermente, ça fermente, ça fermente, ça fermente, pendant tout le temps que ça a besoin de fermenter, tant qu'il y a des sucres. Habituellement, Nolem fait toujours donc la transformation malolactique, intervention de bactéries qui transforment un acide malique en un autre acide lactique, enfin une dégradation d'acide. Ça arrive que ça se passe pendant la fermentation alcoolique, auquel cas les bactéries sont un peu les ennemis des levures, c'est-à-dire qu'elles vont sécréter les toxines, elles ont besoin d'être beaucoup moins nombreuses pour un dégât monstre, parce que les levures n'ont plus forcément de place pour se développer. Donc on peut voir un arrêt de fermentation, ce qui se passe cette année. Arrêt de fermentation aussi parce que les températures sont basses, mais une fois que la malolactique est terminée, s'il y a une bonne population de levures, logiquement les levures reprennent le dessus. Et si ce n'est pas le cas, les bactéries peuvent s'attaquer à certains sucres, notamment ceux qui sont fermentescibles, donc ceux qui nous... ça arrangerait plutôt de le transformer en alcool, hein. Et ça fait une déviance, l'acidité volatile. L'acidité volatile elle peut être dérangeante à partir d'un certain niveau, surtout sur les vins qui n'ont pas beaucoup de structure. Nous, ici, on est sur des vins qui n'ont pas été lavés à la réception, pas d'enzymes, pas de sulfitage à grosse dose, donc on est sur des vins qui gardent leur intégralité. De qualitatif, c'est-à-dire qu'il y a du fruit, il y a de la structure. Là, on est sur Nolem. On est sur des parcelles qui mûrissent assez rapidement, donc on a des pots qui sont assez tannés, donc on sort aussi un côté assez prononcé sur le tanin pour un raisin blanc. Le fait de le passer en barrique, ça tanne aussi, donc on va avoir sur une aromatique, sur de la structure. À la finale, c'est ça qui est intéressant. Donc la volatile n'est pas trop dérangeante. Après, voilà, on ne veut pas non plus en faire du vin acheté, quoi. Donc l'avantage de la barrique, c'est qu'il n'y a pas une variation de température comme dans une cuve inox. S'il y a un coup de froid, ça refroidit direct. La barrique, ça reste assez homogène. Puis c'est des petits contenants. Donc là, chez nous, on a 3 barriques qui font 225 litres. Et sinon, on a des 500 litres. On est à 6 fûts de 500 litres. Voilà pour la cuvée Nolem. Ça reste en élevage, donc sur ces lits de fermentation, jusqu'en avril. Et en avril, on fait un soutirage. Donc les vins sont bien clairs. On les assemble ensemble, toutes les barriques ensemble, on les assemble. Il n'y a pas de sélection de barriques. C'est vraiment toutes les barriques donnent une barrique. Mais on peut décider de mettre de la lie ou pas d'une telle ou telle barrique. Si une barrique goûte bien, que la lie goûte bien, on peut la mettre, ça donne un peu de matière au vin. Pendant ce mois d'assemblage, ça l'aide. Par contre, il y a des barriques qui goûtent un peu sec, des bois un peu grillés, ce qu'on n'apprécie pas, on les écarte complètement. Après, on ne travaille pas avec du bois neuf, des extractions. La barrique, elle est là parce qu'elle est là. Voilà, c'est un support comme un autre. On ne marquera jamais élevé en fût de chêne, parce que c'est pas ce qu'on cherche à faire. On cherche juste à faire autre chose.
On a fait... Non, en 2014, on n'avait pas de levain. La cave n'avait pas servi depuis 7-8 ans, donc ça a mis 5 jours avant de démarrer. Et vraiment 5 jours, c'était inquiétant. Donc on a été chercher du levain chez mes parents. Des cuves qui fermentaient déjà, donc j'ai été chercher 10 litres de jus, ce qui n'est pas énorme, mais je les ai mis dans 300 litres. Puis ça ensemencé, puis après la cave, une fois que la cave est lancée, ça c'est parti. 2015, on a eu une belle récolte, mais pas très qualitative, c'est-à-dire peu d'alcool, peu d'acidité. On a eu beaucoup de problèmes de fermentation. Là où on s'est dit, tiens, enfin un pied de cuve, ça n'a pas suffi. 2016, il y avait 5 hecto-hectares, donc on n'a pas fait de pied de cuve réellement. On a plutôt vinifié un peu comme ça. La première récolte rentrée, on l'a mise à 25 degrés pour que les levures s'activent. On n'a pas fait une vendange en avance. Et 2017, on a fait une vendange en avance. 2018, on a fait une vendange en avance. Les pieds de cuve servent surtout à se prémunir en disant voilà, on a une population de levure. On peut mesurer la quantité de levure qu'il y a dans un millilitre de vin. On tire des barèmes, on a des cotations en disant tiens, cette population est suffisante ou là c'est insuffisant. Donc il faut chercher les causes de l'insuffisance. Ça peut être lessivé par de l'eau, donc peu de population. Il peut y avoir beaucoup de bactéries. Cette année, la supposition c'était fort ensoleillement, donc il n'y a pas eu de destruction de la flore microbienne et bactérienne sur les raisins. Donc il y a eu aussi le développement d'autres bactéries. Il peut y avoir des carences en azote. Donc auquel cas, un vin qui est carence en azote, des fois, ne peut ne pas aller au bout. Et là, ça crée des problèmes. C'est ce qu'on a eu en 2015, des grosses carences. Donc nous, on rectifie. Voilà. Il y a des cuves qu'on rectifie en azote. Le problème, il est de la vigne, mais c'est pas en mettant de l'azote sur l'année qu'on aura de l'azote dans les jus derrière, quoi. C'est un travail de fond. Donc on est héritier de parcelles. On est là pour apprendre. On a 45 ans, 40 ans devant nous, 40 essais. Voilà. Peut-être qu'à la fin, on arrivera à avoir des jus droits qui arrivent au bout sans avoir besoin de trop intervenir. Mais le trop a toute sa place, quoi, en fait. Il faut savoir pourquoi on n'intervient pas. C'est surtout ça qui est important. C'est pas le vin nature, c'est peut-être ne pas trop intervenir, mais il faut savoir pourquoi on n'intervient pas et à quel moment il est important d'avoir une décision qui peut avoir un impact, des fois, sur l'économie de l'exploitation. Louper un traitement, c'est très grave, parce qu'on peut perdre toute la récolte. Et j'estime que laisser son vin faire, partir en cacahuète, dire de toute façon c'est nature et ça goûtera comme ça goûtera, c'est aussi irresponsable. Enfin pour moi, pour ma famille aussi, et pour ceux qu'on a engagés avec nous. Donc voilà. C'est d'essayer d'accompagner le vin. Voilà, on est issu d'une école classique. Moi j'ai appris à faire du vin avec des fiches techniques et voilà, on savait, mais on était les premiers avec des copains à poser la question et faire du vin sans soufre, est-ce que c'est possible? On le savait, mais on aimait avoir la discussion avec nos profs. Le fait d'avoir vinifié à l'extérieur, d'avoir fait de la viticulture aussi à l'extérieur en biodynamie, on a vite compris qu'on pouvait tout faire dans le vin. Et il ne fallait pas juste tout savoir pour faire du vin. Après, il y a plein de choses à apprendre. Et il y a plein de vignerons qui sont très bons viticulteurs, qui font de très bonnes vignes, qui font des très bons raisins. Et arriver à la cave, ce qu'on leur a appris, c'est de dire, mais attends, à la cave, faut pas se faire de soucis. Si tu veux pas louper ton vin, il faut le maîtriser, quoi. Il faut le dompter. Donc passe chez l'œnologue, mets ça, et tu n'auras pas de soucis. C'est sûr. Mais bon, on est capable d'analyser la quantité de levure, on est capable d'observer au microscope les levures et les bactéries. C'est l'avantage, c'est qu'on a un suivi technique pendant les vinifications avec le groupement bio. On a une technicienne qui vient toutes les semaines chez un vigneron. On amène nos échantillons, on fait un suivi, voir le développement des levures, des bactéries, on mesure le pH, d'autres paramètres également. C'est une technicienne qui travaille avec des œnologues en nature, qui travaille dans la France entière, donc c'est très intéressant d'avoir cette ouverture-là aussi. Si bien qu'on arrive des fois avec une connaissance sur la vie microbienne et levurienne donc, du vin, on a d'autres connaissances. Et on passe un peu au moins pour des exécutants. On est aussi des décideurs, quoi. C'est notre produit avant tout. Aujourd'hui, la liste est longue, des produits autorisés dans le vin, elle est très longue. En nature, elle est un petit peu plus réduite. Normalement, elle devrait se quantifier à juste un peu de soufre, voire 0 soufre. Même si le vin en produit naturellement pendant les fermentations, les sulfites, c'est aussi un garde-fou, quoi. C'est-à-dire que quand les bactéries sont dans la place, c'est comme un loup dans la bergerie, quoi. À un moment donné, c'est dangereux. S'il a faim, il a faim. Ce serait de pouvoir déjà maîtriser le vin. Pour moi, c'est la clé, c'est avoir un pied de cuve. Parce que bon, on peut très bien avoir des levures du commerce qui sont neutres, qu'on peut utiliser en fin de fermentation sur des fermentations concalées. Ça nous est arrivé, ça nous arrive aussi encore. En fin de fermentation, il reste 20 grammes de sucre, il y a plus de bactéries et 0 levure. Là, il n'y a plus rien à faire si ce n'est attendre, sauf que quand c'est les 3/4 de la cave, la question elle est trop tard, quoi. La réponse elle était dans les vignes. Donc millésime exceptionnel, mesure exceptionnelle aussi. L'objectif ce serait de pouvoir maîtriser tous les paramètres physiques. C'est-à-dire réchauffer une cuve.
c'est physique. Ça n'a jamais endommagé quoi que ce soit. Avoir un levain avec ses propres levures et vendanger une semaine avant, c'est plus acide peut-être, mais mis à 25 degrés, il y a des bonnes levures. Faire des analyses au microscope, pousser un peu la technique, ça reste du savoir. Il n'y a pas d'incidence sur le vin, il n'y a pas de résidu sur le vin. Le mot pureté n'a pas sa place en fait. C'est juste l'humain qui compte, c'est-à-dire tout bien faire au maximum, tout en préservant l'entité globale, c'est-à-dire son environnement, soi-même, son exploitation et soi-même sa santé mentale aussi, hein, parce que ça cogite des fois, hein. Le sommeil peut manquer. Toujours se remettre en question, si on a quelque chose qu'on a fait, qu'on n'est pas forcément fier, on dit bah non, c'est pas dans ma démarche optimale, c'est pas ce que je recherche, mais bah là j'ai vraiment pas le choix, donc bah, comment l'année prochaine éviter ça? Quel est le problème? Et la question elle est globale, c'est-à-dire que c'est pas qu'un vigneron qui se la pose, c'est tous les vignerons qui ont eu des problèmes, on s'est tous posés, tous ensemble on réfléchit autour de la table, même les plus avertis des œnologues en conventionnel, c'est-à-dire qui vont mettre des produits, ils ne se poseront pas la question, parce qu'ils ont la solution. Elle est technique, elle est chimique, elle est pétrolifère, enfin bref, elle vient de l'industrie quoi. Donc c'est pas notre solution à nous. À nous de trouver des solutions, donc voilà, faut aussi essayer. En attendant, il faut quand même faire du vin. Enfin même en 2013, première vinif, sur les 80 arts qu'on avait, on s'est pas posé de questions. Hein. On dit on va essayer de faire du vin, mais on a quand même fini avec du Nolem, c'était la première cuvée qu'on faisait, il y avait 55 mg de soufre par litre, là où aujourd'hui nous on s'autorise pas plus que 40. On avait les malots, on a eu peur et tout, donc voilà, on a moins peur maintenant. Elles sont là, on vit avec, hein. Le vin évolue avec, ça donne aussi son caractère. Par contre, il faut éviter les déviances. Si les levures finissent le boulot, très bien. Et par contre, si en effet on observe qu'il n'y a pas de levure et qu'il y a, voilà, il faut aller au bout et travailler dessus. Donc en 2014, tous les vins ont fini nickel, sans problème. Et on n'est pas intervenu. Chance du débutant. Et après, voilà, les millésimes ne se sont pas ressemblés non plus, donc il y a aussi cet effet-là. Donc à suivre, on change de cap l'année prochaine, on verra si ça fait autre chose. Et, par contre, on est beaucoup mieux armé mentalement et physiquement, on en veut un peu plus, quoi. C'est pas un combat, mais l'attitude qu'on a dans les vignes pour accompagner le raisin jusqu'au bout sans qu'il y ait de défaut et on voit le résultat, on n'a pas le droit de baisser les bras à la cave, quoi. Et on n'a pas le droit de le gâcher non plus, ce travail. Parce qu'il y en a qui l'ont perdu des fois, hein, ce raisin, donc on n'a pas le droit de nous le jeter non plus. Il y a aussi un juste milieu à trouver, et pour l'instant on est encore nous dans les prémices. Voilà, il y a 2017, c'était un millésime où voilà, pas d'accro non plus, donc c'était cool. Il y avait les malots sur les sucres et ça s'est très bien passé. On était confiants en 2018, un peu trop peut-être. Il faut savoir que la malolactique, elle va baisser la perceptibilité de l'acidité, c'est-à-dire qu'on va atténuer un peu le côté acide d'un vin, parce que l'acide malique étant un acide un peu plus complexe, on le dégrade en acide lactique qui est un acide simple. Du coup, on perd un peu de tension, on perd un peu de fraîcheur dans le vin. Et le muscadet, traditionnellement, c'est un vin qui est frais, il y a du gaz carbonique, c'est perlant, il y a une légèreté. Donc c'est bien de garder cette acidité-là, ça donne de la longueur au vin, ça donne de la fraîcheur. Il y a très peu d'aromatiques sur les melons de Bourgogne, alors je dis très peu comparé à d'autres cépages, hein. J'entends Sauvignon, melon de Bourgogne, il n'y a pas beaucoup d'aromatiques. Par contre, la minéralité, oui, il y a de la roche, c'est intéressant de travailler sur cette tension-là. Le fait de faire une malolactique, on va donner aussi un peu de gras, c'est un peu plus plat sur le vin, et du coup on perd cette fraîcheur. Sauf que normalement, un vin équilibré, s'il y a de l'acidité initialement, on en perd un petit peu, mais s'il y a de la minéralité issue du sol et qu'il y a un élevage qui n'est pas matraqué parce que le vin est équilibré, il n'a pas été lessivé à la réception, le vin s'équilibre à la finale et le vin il goûte comme il goûte, mais il goûte bien. Il y a des cuvées qui font les malolactiques et qui sortent avec une tension qui est agréable tout en ayant une rondeur, donc on n'a pas cette agressivité là qu'on pourrait avoir des fois sur certains blancs secs, parce que c'est aussi vendanger mûr. Aujourd'hui, il y a on va dire traditionnellement, ou un muscadet, si ça fait 11 degrés d'alcool, quand c'est récolté, potentiellement, quand c'est récolté, on châtalise, on rajoute 1 degré de sucre, voire 1,5 degré. Donc on s'imagine que forcément c'est un peu moins mûr. Donc il y a aussi plus d'acidité. Donc les gens sont habitués aussi à ça, à avoir un vin un peu plus d'acidité. Mais des fois c'est un peu vert. Quand c'est pas mûr, c'est une acidité végétale. Et ça, c'est pas agréable. C'est une des raisons pour laquelle on arrive aujourd'hui dans le muscadet à avoir moins de surface, à pas avoir de repreneur, à avoir une appellation qui a pendant 20 ans à crier famine, voire 30 ans, parce que en fait, personne ne voulait acheter de muscadet parce qu'on en avait trop fait et du trop mauvais. Aujourd'hui, je vais pas dire il y a un vigneron, 2 vignerons qui font du vin. On a beaucoup à faire, nous sommes beaucoup. J'estime qu'il y a beaucoup de vignerons à venir, il y en a beaucoup qui en font, mais il y a eu une conjoncture qui n'était pas évidente pour tout le monde. Donc ça change. Il y a des nouvelles appellations, il y a une démarche pour faire un cru communal, il y a des jeunes qui s'installent avec une ouverture sur une autre culture aussi du vin.
pas grave, si c'est 11, ça fait 11. Bon, ok, si ça fait 10, peut-être que c'est un peu mou, peut-être que voilà, il y avait trop de rendement. Mais non, non, c'est dénaturer le vin. Et le mot dénaturé prend tout son sens ici. On suit nos évolutions de maturité, on sait quel secteur prendre à tel moment, quel secteur on peut laisser, on peut attendre. S'il y en a un qui décroche, c'est-à-dire qu'il va partir en surmaturité et l'acidité va chuter, bah, on essaye de le prendre même si c'était pas dans le programme. Mais bon, il y a des loupés, donc on va aller sur des vins des fois qui ont un peu de mollesse, là où on aurait pu avoir un peu plus de structure. Mais voilà, on est 2 sur l'exploitation, on a 17 vendangeurs. Cette année, d'habitude on fait 1 hectare par jour, cette année on faisait à peine 80 arts par jour et il y avait de la récolte. Au lieu de mettre 9 jours de vendange, on en a mis 13. Donc finalement, on sait que la dernière vendanger, elle avait 4 jours de retard, au moins 4 jours de retard. Ça en conséquence, il faudrait plus de vendangeurs. Donc il y a plus de vendangeurs, un plus gros pressoir ou 2 pressoirs. Donc voilà, dans ce cas-là, il faut aussi plus de vignes parce que faut que ça tourne, toute cette histoire. Donc pour l'instant, 9 hectares à 2, c'est bien. Bon, le barrique, c'est pas courant dans le vignoble. On n'a pas, peut-être que tous les vignerons ont un peu de vin en barrique, mais ça représente pas grand-chose dans la cave. Traditionnellement, on vinifie en cuve, des gros contenants aussi, parce que historiquement, c'était des parcelles qui donnaient beaucoup de volume. Aujourd'hui, 1 hectare, c'était censé produire 55 hecto-hectares, 60 hecto-hectares. Aujourd'hui, on est en moyenne sur le vignoble à 45. C'est compliqué d'avoir beaucoup plus. Alors en bio, encore moins, mais en conventionnel, il y a beaucoup de vignerons qui ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les rendements autorisés, quoi, parce que y a des ceps manquants. C'est toute une conjoncture. On essaye de faire comme on peut.